la Finlande, c'est un pays où le potentiel à être heureux est peut-être plus élevé. Mais je sais que ça m'a aussi marquée parce que j'ai vraiment su à ce moment-là que j'aimais vivre à l'étranger. Que c'était en tout cas quelque chose qui est devenu possible pour moi et possible dans le sens je peux le faire en fait. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. C'est en substance ce qu'a dit Margaret Lee Runbeck. Marianne Lenoir, graphiste française expatriée en Finlande, incarne cette philosophie en cherchant l'équilibre et la joie dans son quotidien nordique. Elle habite à Espoo et a laissé derrière elle une vie plutôt bien établie à Troyes. Une vie qui alliait son travail en freelance, un travail qu'elle affectionne tout particulièrement, et son engagement communautaire. Pour une raison qu'elle ignore, Marianne a toujours eu envie de partir vivre dans un pays nordique. Alors quand l'opportunité s'est présentée pour son mari, Jean-Philippe, le couple se réjouit immédiatement de ce changement de vie à venir. Mais une fois installée à Espoo, l'intégration n'est pas facile. Marianne persévère et suit des cours de langue et d'adaptation culturelle offerts par le gouvernement finlandais aux demandeurs d'emploi. Ces efforts lui permettent de se tisser un réseau social et de mieux comprendre les subtilités de la vie locale. Une étape fondamentale afin de se sentir enfin chez elle. Elle nous parle aussi de la luminosité fluctuante, des longs hivers finlandais et des différents stratagèmes qu'elle a mis en place pour contrer la dépression saisonnière. Au travers de ces anecdotes, Marianne nous fait en fait découvrir le contraste entre la vie en France et en Finlande. Elle explore les clichés, mais aussi les réalités des pays nordiques, des démarches administratives aux rituels quotidiens. Elle partage avec beaucoup de bienveillance ses succès et ses moments de doute, et elle nous offre aujourd'hui un témoignage authentique sur la vie de Français immigrés dans un pays souvent perçu comme le paradis du bonheur. Dans ce nouvel épisode de French Expat, Marianne Lenoir nous montre que le bonheur réside dans la simplicité, l'adaptabilité, mais aussi la confiance en l'inconnu. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Allez, c'est parti, next stop, Espoo, Finlande. Je m'appelle Marianne et je suis française. Je vis à Espoo en Finlande et je suis graphic designer. Après, je suis quelqu'un qui est curieuse. J'adore la nature, j'adore apprendre plein de choses, j'adore commencer plein de projets, me lancer dans des trucs que j'ai jamais fait, et je pense que ça me définirait assez bien aussi hors du travail et hors de l'endroit où je vis en fait. Eh bien très bien, bienvenue Marianne dans French Expat. Merci. Alors c'est où Espoo en Finlande ? Alors Espoo c'est juste à côté d'Helsinki. Donc je vis au sud, c'est la première fois que je vis au sud de quelque chose. En fait il y a 3 grandes villes qui forment la région de la capitale en Finlande. Donc Helsinki la capitale, il y a Espoo qui est juste à l'ouest, qui est frontalier avec Helsinki et qui est, je crois que c'est la 2e ville la plus peuplée en Finlande. Et ensuite, il y a Vantaa qui est un peu de l'autre côté et c'est la ville où il y a l'aéroport. Donc voilà. Donc tu vis dans une zone assez urbaine quand même. Oui, je vis dans... Ouais, visuellement, ça n'a pas l'air forcément toujours très urbain, mais je vis dans ce qui est le plus urbain de la Finlande, même si je trouve que ça a énormément de différence avec une zone urbaine en France. De là où je viens, ou en tout cas l'image que j'en avais... avant de vivre ici, ouais. Et alors, tu viens d'où en France ? Je viens de Troyes. Alors, à peu près Troyes, on va dire. Je viens de Nogent-sur-Seine. D'accord. La région de la Champagne ? C'est ça, ouais. Bah, c'est un peu comme ça que je me présente aussi quand c'est bien, quand je rencontre des Finlandais. C'est-à-dire que Troyes, ça leur parle pas trop, mais si je leur dis Sud-Champagne, ça parle un peu plus à des gens internationaux en tout cas. D'accord. Et alors, ça fait combien de temps que tu vis à l'étranger ? Ça fait 5 ans. Ouais, à peu près 5 ans. Ouais. Et t'as quel âge, sans indiscrétion ? J'ai toujours des scrupules à poser cette question, mais ça donne quand même une idée un peu de où on en est dans la vie, quoi. J'ai 34 ans.
quoi ressemblait ton quotidien? Est-ce que tu habitais encore dans la région de la Champagne il y a un peu plus de 5-6 ans avant de partir en Finlande? J'aimerais bien en fait, tu vas savoir un peu, c'était quoi ton quotidien finalement avant de décider de partir vivre à l'étranger? Il y a 6 ans, on va dire, je vivais à Troyes. J'étais en plein centre-ville. Il est joli en plus le J'étais centre-ville de freelance. Troyes, tout piéton et tout. C'est joli. Ouais, ça c'est super beau. Donc je profitais vraiment du centre-ville. Donc j'avais une vie, on va dire, plutôt assez urbaine, même si j'ai jamais forcément... je suis jamais trop sortie, mais j'appréciais en tout cas de pouvoir tout faire à pied, voilà, d'être... Et puis Troyes, c'est un petit peu... c'est pas vraiment une grande ville, mais c'est pas non plus petit, mais c'est un peu comme un village, en fait, si tu connais... Enfin, moi, j'étais dans des associations d'entrepreneurs, tu vas au sport, et puis en fait, tu croises souvent des gens que tu as déjà rencontrés via d'autres cercles et tout, donc c'est un peu un village, en tout cas, c'est un peu comme ça, je le voyais. Et j'étais freelance. Donc, je travaillais de chez moi. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu envie de vivre à l'étranger. C'est bizarre à dire, mais j'ai toujours su que un jour j'irais vivre à l'étranger. C'est fou ça, comment tu l'expliques? T'as des exemples dans ta famille ou dans ton entourage de gens qui sont partis vivre à l'étranger? Comment te vient en fait cette envie? J'ai des grands-parents qui ont beaucoup voyagé. Et qui m'ont beaucoup montré des photos de voyages, qui m'ont beaucoup raconté aussi avoir rencontré des gens de cultures différentes et tout, m'avoir fait part en fait de cette curiosité. Donc je pense que ça a un peu nourri. Et là, j'ai une Madeleine de Proust qui me revient. Ces mêmes grands-parents qui m'emmenaient à des conférences connaissances du monde. Je ne sais pas si ça va parler, ça te parle. Alors en fait, nous c'était organisé au théâtre municipal, mais je crois que c'était quelque chose qui tournait en France en fait, et c'était des projections de documentaires de gens qui étaient partis, tu vois, en mission humanitaire ou même en mission juste des photographes, un peu des aventuriers quoi, qui étaient partis dans des pays ou des zones hyper reculées. Et en général, c'était un peu conférence, débat ou projection questions-réponses. Et mes grands-parents, ils étaient à fond là-dessus, quoi. Et ils m'emmenaient en fait à chaque fois avec eux. Ça doit pas forcément être super accessible pour une petite fille, non? C'est des beaux documentaires, il y a des belles images. Tu peux acheter un livre à la fin. Tu vois, on te parle de quelqu'un qui est allé au Népal. Enfin, tu rencontres la personne qui te dit, en fait, c'est un peu comme rendez-vous en terre inconnue, mais c'était à l'époque, c'était dans les années 90, quoi. Donc, sans forcément le côté réseaux sociaux et tout derrière, mais je crois que ça m'a pas mal nourri. En tout cas, au niveau, curiosité de ouverture sur le monde. Et puis mon père, en fait, avait déjà une histoire avec la Finlande. Quand il était au collège, il a eu un prof d'anglais qui a mis en relation tous ses élèves avec un correspondant pour correspondre en anglais. Et lui s'est retrouvé avec une correspondante finlandaise avec qui il est resté en contact, avec qui il est toujours en contact. C'est fou. Et surtout, en fait, quand il a eu l'âge de voyager tout seul, quand il a commencé sa vie d'étudiant, il est souvent parti l'été en train, en bateau pour aller rendre visite à cette Finlandaise qui avait aussi un fiancé. Donc, du coup, c'est devenu aussi un ami de ma famille aussi. C'est dingue, le pouvoir d'une rencontre, d'une lettre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, et ça, je pense qu'il m'en a parlé, mais j'ai pas d'exemple précis, mais je sais que j'ai un souvenir où j'ai dit à mes parents, un jour, j'irai vivre au nord, là où il fait très froid, et là où il fait jamais jour l'hiver. Ah ouais? J'étais petite, mais mais je me rappelle que j'ai dit ça, et je pense que mes parents, ils ont dit ouais. Oui, c'est ça, ouais. Bien sûr, ouais. Et alors, comment est-ce que la Finlande, enfin, je veux dire, de ses rêves d'enfant, au fait d'y déménager, j'imagine qu'il y a quand même un pas, ou quelques-uns même. Comment est-ce que la Finlande se dessine finalement dans ton horizon des possibles? Alors, c'est arrivé par
une porte que je pensais pas allait me l'amener, puisqu'en fait, je pense que j'avais cette envie au fond de moi, mais je l'ai jamais concrétisée. J'ai jamais eu l'impulsion. Je suis partie en échange aussi pendant 6 mois, pendant mes études. Donc j'avais 22 ans et j'avais l'opportunité d'aller en Finlande, mais je me suis dit que c'était un peu trop près, que j'aurais peut-être l'occasion d'y aller plus tard. C'était en Europe, donc je suis partie en Argentine. Mais je sais que ça m'a aussi marquée parce que j'ai vraiment su à ce moment-là que j'aimais vivre à l'étranger. Que c'était en tout cas quelque chose qui est devenu possible pour moi et possible dans le sens je peux le faire en fait. Je peux me réinventer en étant... Ouais, j'en suis capable. Je peux arriver à m'en sortir dans un pays qui ne parle pas ma langue. Je peux arriver à me refaire des amis, même si après le contexte en fait du voyage, de l'échange quand t'es étudiant, c'est quand même assez... je pense que ça facilite beaucoup de choses. C'est des conditions particulières. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, quand je suis revenue, je sais que je m'étais dit, ok, c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Et puis en fait, j'ai un peu repris le cours, on va dire le cours de ma vie en mettant ça de côté. Et en fait, j'ai rencontré mon mari, qui est français et qui finissait sa thèse. Et puis, un jour, il m'a dit, tu sais, en fait, moi, j'aimerais bien, après ma thèse, aller vivre à l'étranger. Et c'est mieux aussi pour la carrière dans la recherche. C'est courant, en fait, d'aller vivre à l'étranger. Et il m'a dit ça un petit peu, tu vois, en ayant un peu peur que... Ah ouais, il est venu sur la pointe des pieds, sauf que chez toi, c'était génial. On y va. Ouais, c'est ça. En fait, on en avait jamais parlé, mais moi, je lui ai dit, ouais, ok, super. En tout cas, moi, je suis pas du tout fermée à l'idée. Et puis, en fait, il m'a dit, moi, j'aimerais trop aller vivre dans un pays nordique parce qu'il avait une fascination pour la Norvège. C'est pas l'homme de ta vie pour rien, quoi. En tout cas, ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit... Ok, j'ai dit, ok, moi j'adore la Finlande, j'ai toujours voulu, en tout cas j'ai toujours pensé que je pouvais un jour vivre en Finlande ou dans un pays nordique. Tu y étais déjà allée en vacances ou... Non, jamais. Non, ouais, tu vois, c'était juste ce qu'on t'avait raconté, ce que tu avais vu dans les documentaires ou... Okay. Ouais, en fait, je pense que c'était surtout ce que mon père m'avait raconté parce que c'est là où j'ai toujours un petit peu de mal à dire que c'était un rêve, mais c'était pas un rêve que je cherchais vraiment à alimenter, tu vois. J'aurais pu me préparer en apprenant la langue, j'aurais pu me dire la Finlande, ça me fascine, je vais essayer d'en apprendre plus sur la culture et tout, mais j'ai quand même été assez passive pendant toutes ces années. J'ai jamais concrétisé en fait ça, et je pense que je m'en suis tenue à ce que je voyais des amis de mes parents, de ce qu'ils nous racontaient de leurs vacances, de leur vie en fait un peu au quotidien, et puis oui, certainement ce qu'on en voit de certains documentaires ou de certaines images un peu qu'on a des pays nordiques quand on vit en France, quoi. Mais voilà. C'est quoi ? Il y a quand même beaucoup de clichés sur les documentaires. Ouais, les clichés, c'est l'hiver, c'est la nuit, c'est les aurores boréales, c'est des choses qui sont vraies, mais qui sont vraies pour une certaine partie de l'année, et puis qui sont juste une partie en fait du quotidien. Ouais, le cliché, c'est je pense le fait que c'est un pays où il fait bon vivre. Je pense qu'on voit souvent dans les documentaires le sauna, les gens qui partagent des moments comme ça. C'est un art de vivre, en fait, aussi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est normal aussi que ce soit les images qui soient le plus véhiculées, parce que le quotidien, comme partout... C'est le plus différent de ce qu'on connaît, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, avant de raconter, du coup, votre périple pour aller vous installer en Finlande, il y a un truc que tu as dit, en fait, quand tu as fait ton échange la première fois, tu t'es dit, je peux le faire. En fait, je peux le faire, je peux y arriver, je peux me réinventer. Tu cherchais à te réinventer, tu manquais de confiance peut-être à ce moment-là, ou comment ça se passait ? Est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel tu étais avant de partir ? Avant de partir pour la première fois ou avant de partir en Finlande ? Mais je sens que les deux sont pertinents, ouais. Alors raconte-moi. Ouais, alors avant de partir pour mon échange là, à Buenos Aires en Argentine, je pense que je me connaissais pas vraiment.
J'avais 21 ans. Voilà, je pense que je m'étais définie par rapport à des choses qu'on pensait de moi, par rapport un peu à la case dans laquelle j'étais. Et c'est pas forcément négatif, mais je pense que j'étais un peu ce qu'on attendait de moi, quoi. Et je pense que j'avais pas vécu non plus. J'étais plutôt courageuse, mais j'étais jamais partie super loin à l'étranger. J'étais jamais partie vraiment toute seule, mais j'ai jamais eu trop confiance en moi aussi, donc je pense que ça joue aussi. Et quand je suis arrivée en Argentine, moi, il y avait une autre étudiante que je connaissais et qui est devenue une amie aussi. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que en changeant d'environnement, les gens avaient un regard qui était un regard différent sur moi que les gens que je connaissais. Et je me suis rendu compte qu'on n'attendait rien de moi, en fait. C'était une page blanche. Et ça m'a pas mal marqué. Est-ce que c'était un regard plus authentique ? Est-ce que les gens, du coup, te voyaient plus pour ce que t'étais ? Bah ouais, je pense. Ouais, je pense que les gens, en fait, ils attendaient rien de moi, ils me connaissaient pas, donc il y avait zéro attente sur comment tu devrais être, est-ce que t'es timide, est-ce que t'es cette fille-là, est-ce que t'as cette personnalité-là. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être qui je voulais, et par là, j'entends pas changer de personnalité du tout au tout, mais plus que j'avais un espace plus grand autour de moi pour être, en fait. Ouais, je comprends. Je comprends complètement. Moi, c'était quelque chose que j'ai ressenti en grandissant, en déménageant. J'ai beaucoup déménagé autour de la France, tu vois, donc pas forcément à l'étranger. Mais c'était exactement ça. C'était, il y a des choses, en fait, où on a tendance à se conformer. Surtout quand on est petit, petit ou jeune adulte, on est plus influençable. Donc, on se conforme un peu, finalement, un peu dans le moule dans lequel on a envie de nous mettre. Et du coup, le fait de partir, ça ne veut pas dire qu'on change du tout au tout, mais on peut s'affirmer un peu plus, on peut essayer de montrer un peu plus qui on pense être et être un peu plus authentique finalement. Donc je comprends bien. Ouais. Surtout que moi, j'ai une personnalité qui aime bien, j'aime bien, je pense, plaire aux autres. Enfin, en tout cas, j'aime bien être ce qu'on attend de moi. Et du coup, c'est hyper difficile de s'en détacher quand... je pense que ça m'a aidé, en tout cas, de m'en détacher à un moment donné. En partant, surtout à cet âge-là, et de rentrer en me disant, en fait, j'ai aussi découvert des facettes de moi que je n'aurais pas explorées si j'étais pas partie. Alors du coup, ton mari, est-ce qu'on peut dire son prénom ? Ce sera plus simple. Ouais, il s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe te fait part finalement de son envie de partir vivre dans un pays nordique. J'ai envie de dire les étoiles sont alignées puisque toi les planètes sont alignées parce que c'est un projet que toi t'as aussi un peu dans un coin de ta tête. Comment est-ce que vous passez à l'action ? Alors du coup, est-ce que le fait que vous partiez pour un postdoc ou pour continuer sa carrière, ça vous facilite un peu les démarches d'immigration ou est-ce que c'est assez simple finalement parce que c'est en Europe ? C'est un peu entre les deux. En fait, donc il partait pour un postdoc et à partir du moment où on a dit ok, on essaye de faire ça, c'est notre objectif. Lui, il s'est mis à chercher des postes Norvège, Suède, Finlande dans son domaine. Et voilà. Après ça, en fait, ça partait vraiment de lui et moi, je le laissais trouver c'était un peu... On partait pour lui et pour sa carrière, donc c'était important que ce soit lui qui choisisse et qui trouve ce qui lui correspond le mieux. La Finlande, ouais, c'est l'Europe, donc du coup, c'était pas hyper compliqué. À partir du moment où il a eu son offre d'emploi, mais ça a pas non plus été super facilité pour moi. En fait, nous, on n'était pas mariés, donc déjà, ça compliquait un tout petit peu les choses. Et en fait, ça faisait pas assez longtemps qu'on vivait ensemble pour justifier d'une relation, en fait, et d'un loyer en commun pour que je puisse venir, tu vois, en tant que sa conjointe. D'accord, faut quand même pouvoir documenter le concubinage, quoi, c'est ça ? Ouais, en fait, comme j'avais pas de travail, en tout cas, ce qui s'est rapidement dessiné, c'est que on allait partir quand lui aurait un contrat et que moi j'allais laisser mon travail freelance
et j'avais aussi un travail à temps partiel, donc j'ai tout laissé. Et que j'allais chercher du boulot en Finlande. Mais du coup, ça sous-entendait que sans ce travail, j'allais être chômeuse là-bas, j'allais être dépendante financièrement, et les pays nordiques sont des pays qui sont quand même plus chers que la France. Et il y a aussi quand même cette histoire de... Tu peux être touriste pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois... j'ai touché mon chômage de France parce que c'était légal. Pendant 3 mois, j'étais sur le territoire finlandais, mais j'étais juste touriste. Et au bout de 3 mois, en fait, si tu veux rester, c'est quand même plus encouragé de s'enregistrer à l'immigration pour du coup être officiellement résident. Mais c'est un peu compliqué parce que pour être résident et quand tu travailles pas, il faut justifier de moyens de subvenir à ta vie quotidienne. Et donc, du coup, moi, je les Parce avais qu'en tant pas, qu'étranger, ils veulent pas que tu bénéficies d'aide sociale locale, en fait. Ouais, en fait, tu peux pas, si t'es pas enregistré comme résident, tu peux pas avoir ton numéro d'identité. Et le numéro d'identité, c'est un peu comme, exactement comme en Suède. C'est vraiment ton passeport pour tout, en fait. C'est ce qui va te permettre d'ouvrir un compte en banque, d'avoir un numéro de téléphone, de pouvoir louer un appartement. Ah, c'est un peu comme le numéro de sécu aux États-Unis, ouais, quoi. C'est exactement ça, en fait. Quand t'as ton numéro d'identité, après, tu peux tout faire beaucoup plus facilement. Si tu l'as pas, c'est très compliqué, en fait. Surtout quand t'es tout seul. Enfin, moi, j'avais quand même la chance d'avoir quelqu'un qui a pu contracter une location pour nous deux et ce genre de choses, et ouvrir un compte en banque en premier et tout ça, mais sinon c'est compliqué, ouais. Et tu pouvais pas continuer ton activité freelance depuis là-bas ? Ouais, alors ça c'est une question que je me suis posée au début, mais je pense qu'on en revient un peu au fait que changer de pays, ça pouvait dire se réinventer pour moi. Et ça m'a permis en fait de remettre un peu en question mes années de freelance, ou en tout cas de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette vie-là ? Et la réponse était non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était dur le freelance. Je m'épanouissais, mais je trouvais que l'incertitude, c'était trop pesant. Et c'est vrai que changer de pays avec un pays aussi dans lequel la vie est plus chère, ça me stressait en fait de me dire que la pression allait être encore plus forte, tu vois, pour essayer d'avoir un salaire, des revenus plus ou moins fixes, ou en tout cas alignés avec le niveau de vie. Et en plus parce que je me disais, je vais changer de pays, donc je connais personne. Et un travail, ça pourra vraiment me permettre de rencontrer des gens, en fait. C'est vrai. Et de socialiser. C'est vrai, c'est un peu la difficulté de freelance. Même quand tu es en France, finalement, freelance, ça peut être très isolant. Alors, d'autant plus à l'étranger, si tu veux apprendre la langue, découvrir la culture, rencontrer du monde, c'est pas la meilleure. Enfin, ça peut être selon ton activité, mais c'est pas forcément le truc le plus simple pour découvrir un nouveau coin, quoi. Ouais, moi j'étais dans mon petit confort à Troyes, j'avais des amis que je connaissais depuis super longtemps, je faisais partie d'associations, donc la question de la vie sociale se posait pas du tout, mais en fait c'est quelque chose que j'ai pas du tout envisagé quand j'ai su qu'on allait changer de pays. C'était super important pour moi en fait de repartir dans du salariat. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous y prenez ? Écoute, du coup, Jean-Philippe, lui, il a son travail, il a son postdoc, il part 2-3 mois avant moi parce que on avait un appartement à déménager. J'avais des clients avec qui arrêter de travailler, donc j'avais des projets quand même à finir. J'avais un travail à mi-temps à finir aussi. Et puis à partir de là, j'ai quand même commencé à chercher des offres d'emploi, donc LinkedIn. Voilà, sur Internet, des offres d'emploi en anglais. Et puis en fait, arrivé là-bas, j'avais rien trouvé. Donc, ça a mis beaucoup de temps, en fait. Ça a mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Ça a été super dur. Est-ce que c'était quoi, la langue aussi, j'imagine, qui bloque, ou est-ce que les gens travaillent facilement en anglais ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, l'anglais, c'est une langue qui est très utilisée ici, surtout en tout cas, les gens la parlent vraiment bien, surtout dans la région de la capitale. Donc au quotidien, c'est pas forcément un problème. Les gens peuvent facilement passer d'une langue à l'autre. Il y a quand même beaucoup plus d'offres d'emploi qui sont rédigées en finnois
et qui demande aussi l'usage du finnois, que ce soit partiellement ou totalement. Après, c'est aussi une question de réseau. En fait, il y a beaucoup d'offres qui s'ouvrent pas sur des plateformes. En fait, c'est du réseau, c'est un poste qui s'ouvre. Et si tu es totalement extérieur, moi, en étant totalement extérieur à ce milieu-là, à ce moment-là, en fait, j'avais pas accès à ça. Et je pense qu'il y a aussi cette idée reçue que comme tout le monde parle anglais, ça va être facile de trouver du travail. Et moi, je l'avais aussi. Quand Jean-Philippe a eu son entretien d'embauche, on est allé là-bas, on est allé visiter. Et c'est vrai que voilà, on a été super conquis aussi par le fait que c'était facile de faire une vie en anglais. Et moi, ça m'a un peu, je pense... ça m'a donné un peu une fausse image de ça va être super facile en fait, enfin pas super, mais ça va être facile de trouver un travail en anglais, il y a des offres, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ouais. Mais heureusement au final que ça m'a donné cette idée-là, parce que ça m'a quand même fait penser que c'était possible. Et voilà. Du coup ça t'a permis de passer à l'action, de te lancer quoi. Ouais. Vous êtes arrivé en quelle saison en Finlande ? Parce que j'imagine que ça joue aussi sur l'arrivée, vu que tu as quand même une saison pendant laquelle tu vois pas vraiment le soleil. Ouais. Comment ça fait ? Jean-Philippe, il est arrivé à la pire saison, le pire mois de l'année pour arriver. Il est arrivé fin octobre, début novembre. Donc voilà, tout le monde te dira ici que... totale. C'est pas l'obscurité encore à ce point-là. C'est novembre, c'est un mois qui est très gris, très humide. Bien sûr, les jours commencent vraiment à diminuer fortement, mais c'est surtout qu'il n'y a pas encore de neige et il fait sombre et il fait humide et voilà, c'est vraiment pas cool. C'est un mois super terne. D'accord, Donc, ok. Voilà, ouais. Et, c'est pas la saison touristique, quoi. non, franchement, non. En novembre, il y a que ceux qui sont qui sont ici, qui restent. Je conseillerais à personne de venir en Finlande au mois de novembre. Et moi, je suis arrivée en fin février. Donc, le retour de la lumière, même si ça... Comment ça se fait que tu sois pas partie en même temps ? Parce qu'en fait, son employeur voulait qu'il commence le plus tôt possible. Donc, en ayant passé ses entretiens en août, il a réussi à obtenir une petite extension pour commencer en novembre. Moi, j'avais des projets en fait avec des clients freelance que j'avais encore... voilà, tout ça, un appartement à vider... puisqu'en fait lui il est parti un petit peu tout s'est un peu enchaîné, donc il est parti quand même assez rapidement avec 2 valises, et puis moi en fait je me suis occupée du reste et j'ai pris du temps pour faire tout bien quoi. Moi, je t'ai écrit il y a quelques semaines, je sais plus exactement, il y a quelques semaines, il me semble, parce qu'il y avait un nouveau classement, mais qui sort comme ça très régulièrement, sur le bonheur dans le monde, et en fait sur la Finlande, qui est une fois de plus le pays le plus heureux du monde. Et moi, ça m'interroge parce que, d'abord, s'il y a moyen d'apprendre quelques astuces pour être plus heureux, je pense qu'on est tous preneurs. Mais c'est quoi concrètement, en fait, de vivre dans le pays le plus heureux du monde ? Quelles sont les différences ? Alors, j'aime pas faire du French bashing, mais on a quand même une tendance à être assez râleur, assez négatif quand même en France. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Est-ce que c'est une chose que un truc en fait justement qui contraste avec la Finlande ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Alors, il y a un mot qui me vient quand tu parles de qu'en France on est un petit peu râleur, et en contraste avec ça, il y a un mot qui est le sisu en finnois. Et avoir le sisu, en fait, c'est une qualité, on va dire, c'est de la résilience. C'est accepter les choses, mais c'est aussi avoir de la persévérance, voilà. Et c'est un mot qui est assez intraduisible, en fait, c'est assez unique. En tout cas, c'est très finlandais comme concept. Je pense, je sais pas exactement d'où ça vient, mais et pour moi, ça définit un peu comment sont les gens, en fait.
les saisons sont, enfin voilà, la vie est faite de hauts et de bas, l'année est faite d'obscurité et de lumière. Et ça, on sait tous les ans que voilà, on va passer par là. Mais malgré ça, en fait, voilà, les gens s'adaptent. Après, t'as pas forcément toujours le choix non plus, mais ouais, c'est de l'adaptation, de l'adaptabilité, de la résilience, de la persévérance aussi. Est-ce que c'est des gens qui sont foncièrement positifs, sans pour autant être bisounours? Parce que tu vois, c'est souvent quelque chose qu'on me dit aux États-Unis. Ah, tu vis aux États-Unis, tout est amazing, machin. Et on les prend un peu pour des bisounours. Enfin, c'est un peu le cliché, Ouais. tu vois, genre, ah, ils sont un peu too much. Est-ce que les Finlandais sont foncièrement positifs ou est-ce que tu t'en tiens justement à cette résilience dont tu parles? Être positif, c'est pas forcément quelque chose que j'associe tout de suite avec le fait d'être finlandais ou de vivre en Finlande. En tout cas, c'est difficile à dire. Je pense que les gens, en tout cas pour moi, sont réalistes et se contentent, pas forcément dans le sens négatif, mais voilà, se contentent des plaisirs de la vie qu'ils ont, profitent de ce qui leur est possible en tout cas. Parce qu'après, être positif, pour moi, il y a une notion aussi tu vois, de l'extérioriser, de sourire et tout. Et honnêtement, c'est pas forcément quelque chose que tu vois C'est quand vrai? tu viens en Finlande. En tout cas, ça saute pas aux yeux. Enfin, les gens j'ai rarement vu des gens se réjouir vraiment, tu vois, des explosions de joie ou ce genre de choses. C'est quand même pas C'est forcément un marrant, alors. spectacle quotidien. Ouais. Mais alors, c'est quoi alors le bonheur? Parce que finalement, le bonheur, c'est aussi quelque chose de très subjectif. Comment est-ce que les Finlandais sont conscients, ont conscience ou sont fiers de vivre dans le pays le plus heureux du monde? Est-ce qu'ils trouvent que c'est un peu du bullshit ou est-ce que ouais, c'est quelque chose qu'ils assument avec beaucoup de panache? Ouais, alors j'ai regardé hier, je crois que ça fait depuis 2021 que la Finlande est classée, donc ouais, depuis 3 ans, 4 ans d'affilée maintenant, Ouais. que la Finlande est classée le pays le plus heureux du monde. Ils étaient dans le quatuor de tête Ouais, avant aussi, quoi. ouais, Ça exactement. sort pas de nulle part. Tous les ans, sur les réseaux sociaux, à cette période-là de l'année, du classement, je vois passer un mème qui me fait vraiment rire. Où voilà, c'est la réaction de Finlandais, enfin la réaction supposée de Finlandais à la publication de cette première place qui sont à la fois médusés et qui sont à la fois qui en rigolent tellement ça semble absurde. Après, c'est juste un mème, mais je pense je sais qu'il y a pas mal d'avis contradictoires. Je pense qu'il y a un peu de l'étonnement parce que pour moi, les Finlandais sont conscients de vivre dans un pays où où on est en sécurité, où il y a des choses qui sont vraiment positives, où on a de la chance en fait par certains aspects. Je pense qu'il y a une fierté, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient non plus extrêmement fiers, tu vois, qu'ils le montrent énormément, cette fierté, en fait. Je pense que c'est une conscience assez simple, une reconnaissance aussi, de se dire, on voit tout ce qui se passe dans le monde, enfin, depuis très longtemps, mais encore plus ces derniers temps, et je pense qu'il y a une conscience de la chance qu'on a de vivre dans des conditions qui sont quand même super privilégiées. Après, il y a aussi, voilà, parmi les étrangers, les immigrés qui vivent en Finlande, le classement est toujours pris avec pas mal de pincettes et avec pas mal de recul, parce que c'est aussi un pays où c'est assez difficile de vivre, surtout si t'es pas né ici, si t'as pas connu le changement de saison, les températures, l'obscurité depuis tout petit, et même en l'ayant connu petit, c'est compliqué. Et puis il y a l'intégration aussi qui est assez difficile en tant qu'étranger. Donc c'est vrai que c'est un classement, je dirais, selon les milieux, qui fait un peu débat ici, parce que le bonheur, c'est hyper subjectif. Et moi, je trouve que c'est quelque chose aussi de très personnel, et tu peux avoir toutes les conditions réunies dans ton environnement
pour être heureux, mais tu peux être super malheureux pour plein de raisons, en fait, qui sont personnelles ou pas. Donc, mais j'ai l'impression, en tout cas, la manière dont moi j'interprète de manière très personnelle ce résultat, c'est que pour moi, la Finlande, c'est un pays où le potentiel à être heureux est peut-être plus élevé. Mais pour moi, c'est un potentiel, en fait. Enfin, je sais pas si... Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui soit mesuré quand il y a ce classement et tous ces questionnaires. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un potentiel. Mais après, voilà, c'est comme... Et je pense que c'est plus facile. Aussi, quoi. Ouais, c'est super subjectif. Je pense qu'après, c'est plus facile d'être heureux en Finlande ou dans un pays dans lequel il y a une sécurité, il y a un système aussi social, il y a une certaine solidarité, que d'être heureux dans un pays où il n'y a déjà pas la sécurité. Il y a voilà, la guerre, la famine, plein de choses qui se passent, qui viennent impacter des besoins qui sont vitaux. Mais après, je garantirai pas que la Finlande est une nation qui regroupe des gens qui sont 100% heureux, quoi. Est-ce qu'on peut trouver des cons en Finlande ? Il y en a partout, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'on on les idéalise aussi beaucoup. Ouais. Quoi. Je regardais un petit peu en fait, les critères qui sont utilisés et pourquoi est-ce qu'on pense que la Finlande est le pays le plus heureux du monde. Il y a aussi en fait une valeur qui semble être très importante de l'honnêteté. Et alors... si tu vas sur YouTube, t'as plein de vidéos là-dessus. Ils font l'expérience du portefeuille, où tu laisses tomber un portefeuille en laissant 50 € dedans. Et je crois que le chiffre, t'es à 12 sur 13 portefeuilles qui sont systématiquement ramenés, en fait, qui sont... voilà, on va pas partir, on va pas te prendre ton cash, on va systématiquement aller te ramener ça. Est-ce que c'est des choses que tu vois, en fait, toi, au quotidien ? Tu vois, alors, attention, hein, je dis pas que les Français sont pas honnêtes du tout, c'est pas du tout ça, mais... Est-ce que, enfin voilà, si eux sont en haut du classement, il y a forcément des choses qui sont différentes. Il y a un certain respect des règles ici, qui est encore assez important de la part des Finlandais. Ouais, les règles, c'est super important pour la vie en communauté, en fait, ici, et c'est assez respecté. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais tu vois, quand on parle de règles et d'organisation, à l'arrêt de bus, les gens font la queue pour monter dans le bus, par exemple. Après, c'est aussi quelque chose que j'ai vu en Argentine, donc c'est pas forcément quelque chose qui est typiquement nordique, loin de là. À propos de l'honnêteté, par rapport à ma vie en France, j'ai l'impression qu'il y a plus d'honnêteté ici, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de confiance en l'autre. Et je trouve que c'est quelque chose qui est, à mon avis, ça va pas l'un sans l'autre. Les administrations aussi te font plus confiance. Il y a beaucoup de... T'as des exemples ? Ouais, bah il y a pas mal de choses qui sont basées sur du déclaratif, mais moi j'adore déclarer. C'est pas policé. Ouais, j'adore déclarer mes impôts en Finlande parce que je trouve ça tellement plus simple. En France, en fait, j'ai toujours peur de mal faire. Et à chaque fois que j'avais déclaré mes impôts, que j'avais fait une erreur, j'étais toujours tombée sur la réaction venant de la personne ou de l'institution en face était toujours un petit peu punitive, on va dire, ou en tout cas tu vois un petit peu j'ai l'impression d'avoir mal fait et du coup peut-être j'avais l'impression d'une certaine infantilisation en tout cas. Et ici j'ai l'impression que, en tout cas moi j'ai pas du tout vécu ça. Et c'est vrai qu'ici, à chaque fois que j'avais une question, à chaque fois que... oui, pour des institutions, pour même la police, ce genre de choses. Et en plus, à une période où je parlais pas la langue, j'ai toujours eu un super service, même en anglais. Après, j'imagine c'est possible aussi d'avoir un mauvais service, je pense. Mais sur la quantité, j'ai quand même eu que des bonnes expériences. Et voilà, j'irai pas jusqu'à tout généraliser, mais c'est quand même... un point assez important pour moi et assez représentatif en fait de la vie ici. Tu vois, pendant le Covid,
J'étais malade et c'était pas, j'avais pas le Covid et je suis allée chez le médecin et puis j'ai dû avoir un prélèvement dans la gorge. Donc quand même, tu vois, à ce moment-là, quelqu'un te prélève en pleine période du Covid. Donc la personne était masquée, avait une visière, avait tout ça, tu vois. Et à aucun moment, en fait, elle m'a demandé mon test. Elle m'a juste dit, c'est pas le Covid? Je lui ai dit, non, non, c'est pas le Covid. Et elle m'a dit, ok, bah, retirez votre masque, je vous fais votre prélèvement. Et je sais pas, ça m'a étonnée parce que je me suis dit, on a une période aussi où c'était super stressant. Le Covid, on n'avait pas encore les vaccins, on n'avait pas encore tout ça. Et sans vouloir mentir, j'aurais aussi pu partir du principe que bah, c'était pas le Covid, sans faire de test, et puis dire à la personne non, non, c'est pas le Covid. Donc, c'est des petits exemples, en fait. J'ai pas forcément d'exemples très, très concrets, mais je sens une confiance, en fait, plus grande envers les gens. Ouais. Là, c'est intéressant. C'est chouette. Puis j'imagine que ça doit être appréciable, en fait, de pas avoir sa parole remise en question ou questionnée systématiquement. Il y a une autre chose qui semble être très importante, et puis après je reviendrai sur les 6 facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est le rapport à la nature. Tu disais donc que tu vis toi dans une zone urbaine, tu te sens finalement pas trop dans une zone urbaine, mais c'est là que tu vis. Tu vis finalement, paradoxalement, en fait, dans une zone les plus peuplées de Finlande, et la nature est très accessible finalement quand tu vis dans ce pays. Est-ce que, enfin, tu disais en introduction pour te présenter que tu adorais la nature. Est-ce que ton rapport à la nature a évolué depuis que tu vis en Finlande? Comment, je sais pas, si tu veux nous dire. Depuis que je vis en Finlande, la nature fait beaucoup plus partie de mon quotidien. Ouais, ah génial. Parce qu'au final, en vivant à 3, quand j'allais me promener, je prenais la voiture. Et c'était toujours prendre un transport pour aller se promener, pour aller dans des zones un peu plus reculées, des villages, des champs, ce genre de choses, des forêts et tout. Et ici, en fait, c'est super accessible. Je vis du coup pas très loin du bord de mer, enfin à quelques kilomètres de la mer Baltique. Mais juste en fait, à 100 mètres de mon immeuble, j'ai une forêt aussi derrière l'immeuble, où l'hiver, les chemins sont transformés en pistes de ski de fond. Ah, sympa, d'accord. Est-ce que le ski de fond, c'est un sport très pratiqué là où t'es? Ouais, c'est super pratiqué ici. Ouais, c'est jeune, vieux, dans la forêt, là, en hiver, une belle journée en hiver, c'est vraiment très fréquenté. Ouais. Ah, c'est trop bien. Alors, les critères que j'ai compris, donc je suis allée sur le worldhappiness.report, le site internet, quoi, qui est donc qui explique en fait finalement la méthodologie et qui explique les résultats. Et en fait, il y a 6 facteurs. Il y a l'espérance de vie. Donc, l'espérance de vie en Finlande est parmi les plus élevées au monde. La générosité. Écoute, je trouve ça fou parce que j'imagine que c'est pas facile à quantifier. Le soutien social, et je pense que c'est les aides sociales. La liberté, la corruption et le niveau du PIB, donc les revenus aussi dans le pays. Alors, dis-moi, sans faire de bad buzz, mais toi qui vis depuis 5 ans, on s'est arrêté finalement au début de ton expérience en Finlande. Après 5 ans en Finlande, est-ce que tu te sens plus heureuse? Vraiment. Il y a eu des hauts, des bas forcément, surtout des bas au début. J'imagine que la luminosité joue vachement quand même. Enfin, moi, je vois que c'est mon premier hiver où ça a été super compliqué d'avoir... et pourtant, je vis dans un état très ensoleillé, mais donc moi, il fait pas nuit comme chez toi, mais où ça a été vraiment difficile. Le jour en fait, où on a changé d'heure, il a commencé à faire des journées un peu plus longues, ça a changé ma vie, quoi. Ouais. Donc j'imagine que vivre dans le noir pendant plusieurs mois, ça doit quand même impacter ton moral, surtout au début. Comme tu dis, t'as pas grandi avec ça. Ouais. Bah, alors, déjà, il faut savoir que dans le sud, on a quand même quelques heures de jour par Ok. jour. D'accord. Après, voilà, c'est des heures de jour. Voilà, quand il y a du soleil, c'est du vrai jour, mais ça arrive assez peu. Sinon, c'est souvent un ciel nuageux très bas.
Le soleil, je crois, au minimum passe l'horizon à 9h, donc se lève à 9h et repasse l'horizon vers 15h, je crois. Donc, et entre les deux, t'as un peu t'as les phases d'une journée, c'est-à-dire voilà, le soleil qui se lève, le zénith qui est pas très très haut, qui est même très très bas. Les ombres sont très longues, voilà, quand il y en a. Donc, on a du jour par rapport à certaines régions en Finlande où, pour le coup, pendant plusieurs mois, ils n'ont pas du tout de soleil, vraiment zéro lumière. Après, c'est quand même assez compliqué. Et on a beau savoir que ça arrive tous les ans, on se fait quand même surprendre tous les ans. Mais il y a des méthodes pour essayer de pas se faire pas être trop impacté par ça. On a une lampe de luminothérapie que moi j'allume tous les matins en me levant. C'est un peu éblouissant, mais ça permet de faire comprendre au corps qu'il fait jour, que c'est le début de la journée. Qu'il fait jour, qu'il faut se réveiller. Donc genre tu te poses devant ou c'est tu le mets dans la pièce et tu fais ta vie? Ouais, t'es censé te poser devant, en fait, d'avoir le visage pas très loin. Après, selon la taille et la puissance de l'ampoule, tu peux plus ou moins être à distance, mais t'es censé quand même essayer de synthétiser ou de t'y exposer pendant plusieurs dizaines de minutes pour j'imagine, envoyer des signaux en tout genre au cerveau, quoi. On se supplémente énormément en vitamine D. Donc, moi, je me supplémente de octobre à avril pour être vraiment sûre de ne pas être en carence. Ouais, tous les jours. Et ça, c'est des trucs que tu as mis en place toute seule ou c'est des choses finalement que tout le monde fait et c'est des conseils que tu trouves facilement? La vitamine D, c'est vendu dans tous les supermarchés. Enfin, en supermarché, ils ont vraiment un rayon vitamine. Tu vois que c'est la saison. Ouais, ils ont un rayon vitamine qui en dit long. Donc, voilà. Après, c'est des choses aussi que... des astuces, on va dire, mais qui sont ce que un peu tout le monde fait, mais surtout quand tu es étranger, que les connaissances, tes amis te disent voilà, de pratiquer. La vitamine D aussi, j'ai déjà été en carence en vivant en France, donc j'imagine qu'en vivant ici, si je me supplémente pas, c'est sûr je suis en carence. Et les lampes aussi de luminothérapie, tu vois, dans les magasins d'électroménager, c'est le genre d'appareil que tu vois quand on approche un peu de la saison plus sombre. D'accord. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens sortent énormément se promener, quelle que soit la saison et quelle que soit la période. Alors, il y a quand même moins de gens et il y a moins de monde dehors quand il fait très très sombre, mais c'est très courant en fait après le travail d'aller marcher, d'aller faire du sport. Et pour moi, c'est quelque chose de super important pour justement essayer de garder le moral pendant la période la plus sombre, de continuer à être un peu dehors, à prendre l'air, voilà. Où est-ce que tu en es, toi, du coup, de ton quotidien? Donc, tu disais que ça avait été très long de trouver un job. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu disais que le début a été parfois un peu difficile. Tu veux nous raconter un petit peu? Attends, déjà, tu m'as posé la question de si j'étais heureuse ou pas en Finlande. Oui. Et je suis heureuse. Je sais pas si ça a à voir avec le fait d'être en Finlande. Est-ce que c'est parce que je suis en Finlande que je suis heureuse? Je pense surtout que j'ai trouvé un équilibre qui me convient, avec des habitudes qui viennent de la Finlande et d'autres qui viennent de ma vie d'avant, on va dire. Mais pour en arriver là, ouais, ça a été assez compliqué. Je pense que déjà, changer de pays, c'est quand même un gros bouleversement, même si c'est choisi et même si c'est dans un pays heureux, entre guillemets. Moi, j'ai énormément mal vécu le fait de ne pas trouver de travail. C'est quelque chose de super important pour moi, en fait, d'avoir un travail, de me sentir utile. Et puis, j'avais placé mes espoirs de vie sociale, en fait, là-dessus. Donc, après, il y a d'autres moyens d'avoir une vie sociale, mais la vie sociale, c'est vraiment un aspect qui, pour moi, est compliqué en Finlande. Et justement, qui peut vraiment être compliqué quand tu es immigré ici. C'est extrêmement compliqué d'aller à la rencontre des gens, de percer un peu leur bulle, de rentrer en contact avec des locaux.
Donc moi, ça a été super dur. Et en fait, ce qui a fini par arriver, c'est que ne trouvant pas de travail et étant inscrite au Pôle emploi local, puisque j'avais transitionné, T'avais réussi, d'accord. j'avais fait la démarche pour être enregistrée en tant que résidente et donc pour être au Pôle emploi local. C'est qu'au bout de 8 mois, j'ai été inscrite d'office dans un cours d'intégration pour immigrants. Ah ouais, Donc, il y a un programme d'intégration qui est proposé par le gouvernement et le Pôle emploi local et qui consiste en des cours de finnois de manière très intensive et qui sont censés te permettre d'apprendre la langue de manière assez efficace et en fait avec et donc potentiellement faciliter ta recherche d'emploi, quoi. Ouais, en fait l'objectif c'est voilà que à terme tu ne sois plus à charge d'une aide sociale ou d'un soutien de la société et donc en fait c'est d'essayer d'accélérer ton intégration professionnelle en tout cas via l'apprentissage de la langue. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. 5 heures par jour. C'est long comme truc. Ouais, 5 heures par jour pendant 1 an. Ouais. Oh la vache, ok. Ouais, c'est un sacré boulot. Bah c'est ça. C'est un investissement. Et c'est que la langue ou parce que c'est un cours d'intégration, du coup, est-ce que, je sais pas, il y a une immersion culturelle? Est-ce qu'on vous explique, je sais pas, les différences au travail, par exemple, ou des choses comme ça? Ouais. Alors au début c'est principalement la langue parce qu'il faut pouvoir commencer à comprendre, surtout que les cours étaient dispensés à 100% en finnois dès le départ. Donc c'est la seule langue commune, quoi. C'est ça. Mais il y a des choses. En tout cas les cours que j'ai eus étaient assez adaptés à la cible et au public qu'on était et on a eu énormément de choses sur les fêtes locales, les traditions. Voilà les habitudes aussi et puis voilà le but en fait c'est de te rendre moins dépendant donc parmi ce qu'on a vu en vocabulaire et pour s'exprimer on a vu tout le vocabulaire de la banque pour aller demander un compte en banque un retrait un prêt les intérêts voilà s'il y a un problème dans ton appartement mettons, les canalisations sont bouchées, qui est-ce que t'appelles, les mails, formuler un mail pour expliquer ça, ce genre de choses. Tout. En fait, ça a été du finnois très pratique. Et il y a eu aussi une partie, évidemment, sur parler de ses compétences, parler de son travail, essayer de pouvoir... peut-être pas faire un entretien d'embauche en finnois, mais en tout cas, pouvoir faire une lettre, un CV... pouvoir en dire un peu plus sur son profil en finnois. Donc ça m'a permis... Et il y a aussi des stages qui sont censés pouvoir te permettre de faire un peu tes preuves ou de trouver des endroits... pour avoir des premières expériences lieux, finalement sur place. C'est ça, parce que comme ça se fait énormément au réseau, c'est important en fait d'avoir une porte d'entrée. Et en fait, moi, c'est un de ces stages, j'ai pu rester en fait dans la compagnie. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fini et ça a été le début de la quête, on va dire, de mon équilibre. Parce qu'il te manquait, quoi, cette activité professionnelle et donc un peu sociale aussi par toi-même. Parce que tu parles de dépendance financière, mais j'imagine que tu as la dépendance sociale aussi, en fait, d'une certaine manière. C'est ton mari fait les rencontres et toi, ce que tu as l'air de dire, c'est que c'était compliqué, du coup, de rencontrer du monde par toi-même. Donc, tu as pu avoir un peu ton propre monde, en fait. Ouais, en fait, mon propre monde social, j'ai pu l'avoir grâce à ces cours, justement, parce que comme c'est des cours... avec les élèves. Avec que des gens, en fait, dans la même situation que moi, souvent des conjoints et souvent des conjointes. Donc, ça permet de partager, de pas se sentir seul et tout. Donc ça rapproche. Mais c'est vrai que c'était surtout, dans mon cas, en tout cas, c'était le fait de faire partie de rien. C'était... Enfin, tu vois, de pas faire partie d'une équipe, de pas pratiquer mon métier aussi, et qui est aussi un métier que j'adore faire et qui peut permettre de rencontrer des gens. Enfin, c'était vraiment ce manque-là, en fait. Je savais pas
À cette époque-là, je pense que je savais pas forcément comment me définir sans ça, donc c'était aussi un peu identitairement parlant un petit peu compliqué, quoi. Tu dis que cette année, parce que finalement c'est vachement long quand même, c'est court. Après c'est dense, t'apprends plein de choses. Puis on t'envoie en stage et tout. Enfin, ça a l'air vachement bien pensé finalement. Est-ce que c'est un truc qui est offert entre guillemets par le gouvernement ou est-ce que c'est à ta charge? C'est un truc payant? Alors, c'est offert. Donc les cours sont payés et en plus pendant ces cours-là, tu reçois le chômage minimum. Enfin moi c'est ce que j'ai reçu, mais c'est pour ça qu'il fallait être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Après je m'étais inscrite en tant que demandeur d'emploi bien plus tôt et on m'avait pas encore proposé ces cours, donc je pense qu'il y a aussi il doit y avoir une liste d'attente, mais je pense qu'il y a aussi un peu, tu vois, je sais pas, est-ce qu'il te laisse un peu galérer par toi-même voir si tu vas t'en sortir, voir si tu restes, voir si... Je pense qu'il y a un peu ça. Je sais qu'il y a des gens aussi qui cherchent à avoir ce programme, qui en ont déjà connaissance, mais qui doivent le réclamer. Moi, j'ai pas dû le réclamer, mais tu vois, j'ai dû accepter un contrat non payé et faire un contrat justement qui est passé par cette institution de Pôle emploi local pour que en fait mon dossier revienne un peu sur le haut de la pile en fait. D'accord, ok. Donc, Ouais, enfin, d'accord. j'ai pas fait ça stratégiquement, mais quand je l'ai fait, en fait, bizarrement, j'ai eu ma sécurité sociale et quelques temps après, Ouais, d'un coup, quoi. j'ai eu, tu vois, tous les papiers d'inscription pour le cours. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui propose toujours en première intention, mais bon, après, c'est assez difficile à dire, quoi. Ouais. Du coup, aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que vous vivez en Finlande, toi et ton mari. C'est quoi la suite? Parce que j'imagine que son postdoc, il est terminé. Donc, vous vous sentez plutôt bien là où vous êtes? C'est quoi le futur pour vous deux? Ouais, alors son postdoc il est fini et en fait avant la fin de son postdoc il a fait le choix de repartir dans l'industrie. Moi, un peu avant, j'ai trouvé un contrat de travail permanent. Et c'est vrai que ça a été vraiment le point de départ pour commencer à se sentir mieux, parce que c'était pas vraiment la joie avant. Je pense les incertitudes en fait qui nous pesaient dessus, quoi, surtout liées au travail, à continuer de vivre ici, quoi. Et maintenant, on a réussi à trouver un équilibre. Moi, je me sens super bien ici. Je suis bien dans ma vie. On est parti pour rester. On ne sait pas si on restera longtemps ou pas, mais en tout cas, on a fait en sorte de pouvoir rester tant qu'on le voulait, tant que c'est possible, quoi. L'avenir le dira, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. En tout cas, une année à la fois. Pour l'instant, vous êtes très bien et vous n'avez pas prévu de faire demi-tour, quoi. Ouais, pour l'instant, depuis quelques années, on profite un peu de cette stabilité qui a été assez compliquée à trouver en fait et à obtenir, et ça fait du bien de se laisser un peu porter. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression d'enfin, tu vois, depuis quelques années, profiter de la vie ici sans avoir de préoccupations toujours en tâche de fond, tu vois, de choses à régler et ce genre de préoccupations. Donc, ouais. En fait, on dit en italien la dolce vita. Est-ce qu'il y a un équivalent pour la vie en Finlande? Non, je crois pas. Je crois pas. Bon, la vie finnoise, on va dire ça. La vie finlandaise, ouais. La vie finlandaise. Moi, je m'y perds. On dit Ouais. finnois ou finlandais? Explique-moi. Alors, pour le pays, tu dis... Pour l'habitant du pays est un finlandais. Et la langue, D'accord. c'est le finnois. Mais la langue, en fait. c'est finnois. Ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Bon. Ok. Excusez-moi, vous avez le droit de vous moquer de moi. Écoute, je te dis un immense merci pour cette conversation. Pour terminer, je sais que tu écoutes régulièrement French Expat, donc tu le sais certainement. J'aime bien demander aux gens qui passent à mon micro s'il y a quelque chose qu'ils feraient différemment et si, je sais pas, il y a un petit conseil qui pourrait se susurrer au creux de l'oreille. Donc toi, à la Marianne d'il y a 5-6 ans.
Comme je te disais, tu vois, m'attendre à ce que ça soit plus facile que ça l'a été, c'est une bonne chose parce que c'est vraiment ce qui a permis de se dire que ça allait être possible. De se lancer. Et je pense que si j'avais su peut-être certaines difficultés avant, j'aurais pas forcément... j'aurais peut-être eu trop peur, en fait. Si on m'avait dit que j'allais mettre 1 an et demi avant de trouver un travail, avant de me sentir un minimum intégrée, je pense que j'aurais peut-être reconsidéré la chose. Ce que je ferais différemment, c'est que je pense que je me renseignerais quand même un peu plus sur le pays. J'irais passer plus de temps avant d'y vivre. Donc plus de séjours tests. Ouais, plus de séjours tests et à des périodes aussi différentes parce que venir tester la Finlande en plein été, c'est une petite partie de la vie en Finlande. C'est pas du tout représentatif de la vie en fait, de la vie ici. C'est sûr que c'est moins sexy d'arriver en novembre, hein, c'est vraiment pas cool, mais je pense que c'est nécessaire si on veut pouvoir se dire qu'on peut y passer un peu plus de... Enfin, essayer de rester au moins 1 année, quoi. C'est faire le tour du cadran. Mais est-ce que tu penses que tu avais besoin de faire plus de séjours tests ou peut-être juste d'en être plus consciente que ça allait arriver ? Ouais, je pense que... Non, je pense que les séjours tests, c'est bien si... C'est bien si on peut les faire ou si on peut en faire à des périodes différentes, mais je pense que c'est surtout peut-être s'il y avait une chose que je devrais faire différemment, mais c'est très facile de dire ça maintenant, c'est de pas forcément avoir une idée aussi précise d'un timing ou de comment j'ai envie que les choses se passent. Je me dis, je vais trouver un travail dans les 6 mois, et puis après c'est bon, quoi. J'ai trouvé un travail et le reste, ça va suivre. Et je pense que c'est hyper déstabilisant quand tes plans ne se déroulent pas comme prévu. Laisser de la place pour se faire surprendre par la vie, quoi, un peu, en fait. Ouais, c'est ça. C'est avoir un plan, en tout cas, je pense qu'avoir un plan, c'est super. Et avoir un idéal, c'est super. Et je pense que c'est nécessaire. Mais savoir que ça peut ne pas arriver et se préparer au fait que ça va peut-être pas arriver ou pas comme tu le souhaites. Et ça, je pense que j'étais pas du tout... prête à envisager en fait ça. Ouais, non, je comprends. Eh ben écoute, c'est super intéressant et je pense que c'est un conseil d'ailleurs qui s'applique bien entendu pas qu'à la Finlande et qui peut être utile pour plein de personnes qui s'apprêtent en fait à faire des changements de vie en général, quoi. Pas forcément que pour partir à l'étranger, laisser de la place pour les surprises, avoir des idéaux pour se mettre dans la bonne direction finalement, mais ouais, voilà. Bref, j'arrive plus à parler. Marianne, je te dis un immense merci. C'était super intéressant de parler avec toi ce matin. Je te souhaite... Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? De la sérénité et puis de la simplicité, je pense. On te souhaite tout ça alors. Merci beaucoup. Et merci à toi, surtout pour ton invitation. Avec grand plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Marianne Lenoir de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ce chouette moment avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, en partageant cet épisode, en donnant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, ou même en nous laissant un avis. Ça compte énormément, alors merci d'avance. La semaine prochaine, on prend la direction des États-Unis, on retourne à New York et nous partons à la rencontre d'un certain Warren Lefebvre. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Partir à New York, c'était une super décision parce que ça m'a changé complètement mon univers a changé complètement. J'ai découvert un nouveau monde en quelque sorte et des façons de penser différentes. J'ai rencontré plein de créateurs de contenu. C'est très différent comment ce qu'ils font les choses. Enfin, ici, c'est différent qu'en France. Du coup, ça m'a. Ah ouais, en quoi ? Par exemple, dans les émissions qu'ils font, sans parler des late night shows, etc. Mais genre par exemple les émissions TikTok, les émissions Insta, les trucs comme ça, c'est très
à l'américaine, quoi. Mais du coup, être dedans, voir ça de ses propres yeux, c'est hyper enrichissant. De l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc j'espère, si jamais je fais des contenus en France dans le futur, je ne sais pas, hein, parce que là, maintenant, mon public est un peu partout. J'espère ramener un peu de cette américanisation avec D'accord. moi. On verra. Dans la production et. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, une très belle fin de journée et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.